Chers amis auditeurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette dernière journée de l'année, le 31 décembre, encore que cette émission sera retransmise également demain, 1er janvier, et dans la nuit de ce soir à demain. J'ai le grand plaisir et l'honneur pour cette émission de vous offrir comme bouquet final de fin d'année une émission tout à la fois culturelle, morale et spirituelle et historique en même temps, puisque j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio le grand sculpteur Boris Lejeune. Le titre de cette émission est d'ailleurs « Avec le sculpteur Boris Lejeune, Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg ». Alors Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg, vous allez peut-être être surpris pour un certain nombre d'entre vous, mais nous allons développer ce sujet. Il y a un projet magnifique qu'il convient de soutenir et pour lequel votre participation serait particulièrement appréciée. Dans ce studio, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir, par ordre alphabétique, Anne Brassier, écrivain et critique littéraire et l'une des plus anciennes patronnes d'émissions de Radio Courtoisie, ou ancienne patronne, voilà, mais c'est un retour, c'est une renaissance, ma chère Anne. Et puis, un autre patron d'émission actuel, toujours actuel, Jean-Bernard Cahour d'Aspry, écrivain, qui organise également des voyages magnifiques, nous en parlerons tout à l'heure. Et puis, toujours par ordre alphabétique, je l'ai cité tout à l'heure, nous avons l'honneur d'accueillir Boris Lejeune, le grand sculpteur, peintre, écrivain, qui porte un nom français, mais qui est russe d'origine, qui est d'ailleurs né à Kiev. Et Boris Lejeune appartient à une famille française, je crois, établie en Russie depuis l'épopée napoléonienne, je crois. Tout à fait. Voilà. Et puis enfin, Pierre Maire est notamment le vice-président de la très vénérable Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, cette association extrêmement ancienne, dont le premier président d'honneur, je le rappelle, c'est un motif de fierté, était le général Weygand. Voici donc pour la constitution du plateau. Et puis, à mes côtés, il n'y a pas mon assistante coutumière, puisque cette émission, en fait, a été enregistrée le vendredi 16 novembre dernier. Mais alors, je vais me tourner en priorité vers Pierre Maire. Pierre, vous avez très bien présenté, cher Pierre Maire, la genèse de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Et alors là, vous avez inscrit l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc dans la perspective d'une réalisation qui peut surprendre, mais que j'aimerais que vous développiez assez rapidement. Au moment où nous enregistrons cette émission, il y a lieu de souligner que c'est le 100e anniversaire, quasiment à quelques jours près, de la naissance du grand russe, comment s'appelle-t-il Solzhenitsyn, Alexandre Solzhenitsyn, qui a d'ailleurs été reçu au Puy du Fou, voici une trentaine d'années, par Philippe de Villiers. Philippe de Villiers qui préside l'initiative dont vous avez été, que vous soutenez, de l'érection de cette statue à Saint-Pétersbourg. Cela méritait d'être souligné. Philippe de Villiers également, qui a réussi à sauver l'anneau de Jeanne d'Arc, et Philippe de Villiers également, qui a récemment remis, voici 2 ans je crois, le prix Renaissance à notre ami maître Jacques Trémollet de Villers pour ce merveilleux ouvrage d'analyse des textes du procès de Jeanne d'Arc à partir du texte lui-même de Jeanne d'Arc, qui est époustouflant membre éminent de notre association. Et membre éminent de votre association. Et alors, j'en profite pour signaler aussi que maître Trémollet de Villers a déposé une plainte au nom de notre association pour la dégradation de la statue de la place des Pyramides par les manifestations des gays le 30 juin dernier. Oh là là. Et donc, nous avons fait une cérémonie de réparation le 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge Marie, et jour de la tentative de reprise de Paris par Jeanne d'Arc d'ailleurs. Ces trois événements se sont regroupés à cette occasion. Et bon, nous avons fait notre devoir. L'étendard de Jeanne d'Arc vis-à-vis de aurait pu servir à empaler ces iconoclastes. Oui, absolument. Alors parlez-nous un petit peu de Saint-Pétersbourg, parce que l'heure avance et il nous faut rentrer dans le vif du sujet. Mais avant tout, je vais le demander d'ailleurs à chacun d'entre vous, avant tout, donnez surtout l'adresse de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, le téléphone, éventuellement les références bancaires. Oui, alors l'adresse, donc Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, 85 rue Petit, 75 019 Paris. Bon, et le téléphone, alors l'adresse mail, c'est MAIREP, MEREP, MAIREP,
@gmx Geneviève Michel Xavier.com. .fr, excusez-moi. gmx.fr. Voilà. Et là, si vous nous contactez à cette adresse mail, et je vais vous donner un téléphone aussi, 06. Extrêmement surpris de constater que Vladimir Poutine connaissait admirablement l'histoire de Jeanne d'Arc. Et Vladimir Poutine a répondu tout de suite à la grande stupéfaction de Philippe de Villiers, qui nous l'a exprimé. Mais il a dit, mais bien sûr, il n'y a aucun problème. Je vais faire le nécessaire pour que cette réalisation l'édification du statue de Jeanne d'Arc à Moscou, initialement, soit réalisée. Depuis lors, le lieu a été modifié, puisque ce sera Saint-Pétersbourg, ce qui n'est pas plus mal, puisque Saint-Pétersbourg était la capitale historique de Pierre le Grand. Et je crois savoir, mais vous allez apporter les précisions avant que je ne passe la parole à Anne Brassier, je crois savoir que les Russes ont déjà désigné l'emplacement à un endroit prestigieux d'ailleurs de Saint-Pétersbourg. L'endroit, tous les problèmes administratifs ont été réglés. Il ne reste plus qu'à concrétiser cette réalisation de cette statue de Jeanne d'Arc. On a même un emplacement de cadastre officiel avec les documents qui nous est affecté. Et bien évidemment, celui auquel on avait pensé dès l'origine, parce qu'il avait réalisé une Jeanne d'Arc superbe de jeunesse, de fougue, d'allant, et je dirais d'élan vers le ciel, c'est Boris le Jeune. Boris le Jeune qui avait réalisé cette statue de Jeanne d'Arc qui se trouve à l'ermitage de Bermont, à proximité de Domrémy. Cette statue de Jeanne d'Arc de Bermont a été inaugurée voici quelques années, il n'y a pas très très longtemps, je crois que c'était en 2013. J'y étais. Et Anne Brassier y était, bien sûr. J'étais montée dans le bus. Notre Jeanne d'Arc contemporaine. Et donc, cette statue de Jeanne d'Arc, ce serait sa réplique qui serait inaugurée à Saint-Pétersbourg, mais maintenant rectifié, j'ai dû faire quelques erreurs. Ça, c'était déjà dans l'air à cette époque-là, mais ça s'est concrétisé justement à l'occasion des Journées joanniques de Bermont, organisées par l'association Hermitage de Bermont Sainte-Jeanne d'Arc, où nous avons évoqué avec Boris, qui était présent, et puis des membres de l'association des Amis de Jeanne d'Arc, qui étaient monsieur et madame Goniche, qui eux, madame Goniche a contribué d'ailleurs à établir 2 gros volumes sur la statuaire joannique, qui sont magnifiques. Mais c'est venu un peu comme ça, naturellement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas proposer faire une statue, la même statue pour les Russes, en raison de l'origine de Boris, et cette idée est partie de là. Et alors, Boris, qui était en liaison avec M. Moskvin, qui est au centre Solzhenitsyn de Moscou. Et avec Solzhenitsyn, il est venu aussi au Puy du Fou. Moskvin. Très bien. C'est un ami de Solzhenitsyn. Et c'est lui qui dirige maintenant le centre Solzhenitsyn de Moscou. Voilà. D'accord. Et donc, il est venu au Puy du Fou. Très, très bien. Et il est passé, c'est un ami aussi, de longue date de moi, et il est passé dans mon atelier, il a vu le modèle de Jeanne d'Arc, petite modèle, de Bermont. Modèle réduit. Et il a voulu... Mais avant le modèle définitif de Bermont ou... Non, après. Avant. Oui, parce que chaque fois qu'on fait la grande sculpture, on fait le modèle. Bien sûr. À l'échelle réduite. Et donc, c'est ce modèle à l'échelle réduite. Il a vu Victor Moskvin y proposer pour le centre, pour le musée du centre. D'accord. J'ai parlé de ça à Prince Sixte Bourbon Parme. Tout à fait. Qui était d'ailleurs à notre grand dîner auquel j'ai eu le plaisir de vous convier du Cercle Renaissance le 21 novembre dernier. Aussi, tout à fait, absolument. C'est génial. Absolument. Absolument. Et donc, j'ai parlé de cette histoire au prince, et lui, il a dit, mais pourquoi faire petite sculpture? Il faut que vous fassiez un grand. Bien sûr. Et mettra au centre de Moscou. Bien sûr. Moi, je regarde comme ça. J'étais étonné d'ailleurs, parce que ça m'a pas du tout pu venir dans ma tête,
Il a joué son rôle de Mais président d'honneur, si je peux dire. est-ce que vous savez, Boris le Jeune, est-ce que vous savez, il y a de nombreuses statues, énormément de statues en France, 30 000. y compris dans les églises, parce que Jeanne d'Arc est l'une des saintes patronnes de la France. Ouais. Mais il y a une statue à Paris qui n'est pas identifiée formellement comme étant de Jeanne d'Arc, mais qui représente à mon sens forcément Jeanne d'Arc. C'est sur le pont de Bir Hakeim, où il y a une statue sous laquelle, dont le socle est une fleur de lys, et il y a marqué en dessous à la Renaissance française. Le terme de Renaissance m'est particulièrement cher, mais c'est évidemment Jeanne d'Arc qui tend son épée d'un côté, conquérante, et qui est absolument superbe, que j'ai photographié dans toutes les... Si je ne me trompe pas, c'est un cadeau de Danemark, cette statue. Peut-être, mais elle ressemble un peu à une statue de Jeanne d'Arc à Chinon, qui est un petit peu dans cette même attitude. Là. Oui, Conquérante, oui. Mais je pense que c'est un sculpteur danois qui a offert cette sculpture. Alors, Pierre Lemaire, je ne me suis pas trop trompé dans ce condensé, parce que je vais passer... Le départ vient de là. Parce que, bien évidemment, je vais demander à Anne Brassier de nous présenter Boris le Jeune. C'est à Anne Brassier qui, me semble-t-il, qu'il appartient de présenter Boris le Jeune, avant que vous n'évoquiez davantage ce projet tous ensemble. Nous allons le faire ensemble. Mais il faut en effet, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver en cette nuit de la Saint-Sylvestre. Il faut demander à Boris l'origine de cette amitié et admiration qu'il a pour Jeanne, et puis ultérieurement, comment se fait-il que les Russes soient eux aussi accueillants à l'égard de cette Jeanne? Mais vous, personnellement? Pouvez-vous présenter en même temps Boris le Jeune? Je n'ai pas dit qui il était. Alors oui, c'est une bonne idée. Alors, cela dit, vous savez, Boris le Jeune, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, est quelqu'un de connu. Puisque, oui, mais pour ceux qui ont la chance de tomber sur cette émission sans nous connaître. Qui sont nés hier, absolument. Comme disait Jean Ferret. Alors, c'est un nom français. C'est notre ami russe. Il a quitté la Russie à l'époque bolchevique, soviétique. Alors, il fait ses études à l'école, à l'Académie russe des Beaux-Arts. Il est né en 1947. À Saint-Pétersbourg. Il en sort diplômé en 1974. Il entre bien sûr ensuite à l'Union des artistes. Il a beaucoup de commandes, des grandes sculptures. Il participe à plusieurs expositions dans différentes villes de Russie et d'Ukraine. Et puis, comme beaucoup d'artistes, il se sent un peu à l'étroit et un peu dans une situation de trop grande dépendance, pas assez de liberté, et il émigre en France dans les années 80. Il vit quelque temps à Paris et il s'établit dans un petit village de Champagne-Ardenne où il avait un immense atelier. Avec ma femme. Avec sa femme, sa femme et Jeanne, puisque j'ai vu la première des ébauches de Jeanne dans cet atelier. Et sa femme n'est pas trop jalouse de Jeanne? Je crois qu'elle a fini par s'habituer. Non, elle aime beaucoup Jeanne. D'ailleurs, c'est pareil aussi que je peux connaître Jeanne plus que j'ai connu en Russie, parce que elle avait des livres sur Jeanne, elle me parlait souvent d'elle. Et ben voilà, vous répondez. C'est une bonne famille, de toute façon. Votre épouse est française? Elle est française. Oui. Madeleine de Vilaine. Oui. Madeleine de Vilaine. Et donc, il sculpte les paysages de la région à la terre glaise avant de les fondre dans le bronze. Et il reçoit beaucoup de prix, de concours. Et il va, après avoir remporté un concours international, il va installer 5 sculptures monumentales de paysages en bronze dans les jardins du boulevard Pereire, où j'habite et où j'étais me promener dimanche dernier avec mon épouse. Et à ma grande surprise, j'ai vu la plaque de la ville de Paris précisant que c'était des sculptures de Boris le Jeune. Voilà. Et il y a même un livre aux éditions de la Différence sur ces 5 sculptures boulevard Pereire. Et aussi un petit livre que la ville de Paris a fait. Absolument, aussi, absolument. Sur ces sculptures. Et puis, Boris continue à réaliser plusieurs grandes sculptures en bronze, de paysages de vignes et de champs. Et il va, pour un grand vignoble, faire un ange.
l'ange de la vigne. L'ange de la vigne. Ça, c'est pour le domaine de Romanin Conti. Et alors, Les Conti. cet ange est important parce que Boris, le jeune, va de plus en plus célébrer ses anges. Et pourquoi les anges, Boris le jeune? Oui, à un certain moment, à partir des années 2000, début des années 2000, j'ai commencé à faire, au fond, que des anges. Et j'ai fait, le premier ange que j'ai fait, c'était pour un collectionneur de Luxembourg. Il a mis mon ange devant son grand hôtel. Et après, ce deuxième ange, c'était pour le domaine de Romanin Conti. Pourquoi les anges? Et puis à Orange aussi. À Orange, Orange chez notre ami. Orange, à ce moment, oui. Je travaille à ce moment. L'inauguration devrait être le 6... C'est un immense projet. Le 6 juin. Oui. On en reparlera après. On reste sur les anges. Oui. Pourquoi les anges? Parce que les anges, c'est les messagers. Et donc, j'ai senti le fort déficit, au fond, de spiritualité dans notre vie. Donc, et j'ai pensé que c'est les anges qui peuvent amener, ils amènent avec eux ce lien avec le ciel, disons. Donc, c'est par sa présence, il nous envoie le ciel, au fond, vers le ciel et le ciel, vers nous. Et donc, ma Jeanne d'Arc, je l'ai vu aussi comme un ange. Voilà. Tu parles aussi de Marie-Madeleine. Tu parles aussi de Marie-Madeleine dans ta démarche pour réaliser cette sculpture. Oui. Vous avez aussi fait une annonciation. Oui, aussi. Vous avez dessiné une annonciation et l'ange a déjà, je pense que c'est très antérieur, cet ange a déjà la position de Jeanne. Aussi. J'ai les deux tableaux à côté de moi tous les jours. C'est vrai. J'ai la photo de votre Jeanne et j'ai le tableau de l'Annonciation. C'est vrai. Et ce sont deux sœurs. C'est vrai. Mes anges, ils ont dans la démarche, disons, d'amener les hommes. Ils conduisent les hommes, ils entraînent. Ils les entraînent. Voilà. C'est pas statique, ils sont pas statiques. Tu aimes bien appeler Jeanne aussi fille de Dieu. Tu parles souvent de fille de Dieu pour Jeanne. Et dans ta statue aussi. Fille de Dieu, oui. Parce que la statuaire... Comme dit... La statuaire, exactement. La statuaire joannique, il y a quand même des choses qui sont très très lourdes. Moi, depuis que je connais Boris et depuis que j'ai vu sa statue, je regarde dans toutes les églises et il y en a une. Et elles sont pesantes souvent, elles sont très très lourdes. Elles ont évidemment leur armure et puis elles ont une espèce de sérieux. Il est vrai que celle de Bermond est très légère. Alors que celle très dynamique, très jeune. C'est une très jeune fille, comme c'était le cas d'ailleurs. Mais il y a une très belle statue que j'aime beaucoup, qui est celle de Chaput. Qui se trouve, dont l'original se trouve au musée d'Orsay et devant laquelle ont défilé d'ailleurs toutes ces sommités venues pour le 11 novembre. Elles ne se rendaient pas compte, elles allaient voir autre chose, mais la caméra balayait systématiquement cette magnifique statue en bergère de Chaput, dont un exemplaire se trouve également à Chantilly, au musée de Chantilly. Non, il y a des belles sculptures, c'est vrai, mais Anne, il est justement souligné que souvent, c'est l'aspect militaire qui prédomine et au fond, il y a une immense armure après la tête qui sort de cette armure. Un peu par hasard. Un peu comme ça. Et alors, ce qu'il y a d'amusant, c'est que j'ai voulu éviter moi-même. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que vous rendez sa force à la féminité de Jeanne. Et ça agace un certain nombre de gens. Il y a des gens qui
c'est vrai, qui sont perturbés parce qu'ils veulent que ça soit un homme en cuirasse. Non, ce n'est pas une... Parce que je n'ai pas supprimé c'est ça. Ce n'est pas un homme, c'est une femme. Souvent, ça agresse. Alors, quand ils ont brûlé Jeanne d'Arc parce qu'elle avait des vêtements d'homme, et certains voudraient continuer à brûler Jeanne d'Arc parce qu'elle est en vêtements femmes. Ouais. C'est quand même très difficile d'être une femme, hein, je dois le dire. Très difficile, surtout aujourd'hui. Mais les Russes, alors, et les Russes, la deuxième question. Oui, alors la deuxième question, pourquoi Jeanne est aussi bien accueillie en Russie, cher Boris? Dans l'école, dans les leçons de l'histoire, il y avait aussi les pages sur Jeanne. Il y a des icônes sur Jeanne. Il y a... Donc Jeanne est populaire en Russie. Populaire parce que comme chef de guerre... Et puis comme fille du peuple. Absolument, comme fille du peuple, voilà, que ses origines populaires. Aussi parce qu'elle était martyre. Et en Russie, on aime les martyrs. Oui. C'est-à-dire qu'en Russie, on est mystique. Oui. On est directement en lien. Et le mystique, il devrait être martyrisé, absolument. Sans ça, c'est pas le vrai mystique. Alors, chers amis, je vais vous faire écouter dans un instant une musique justement sur cette Russie qui a connu des moments de grande souffrance au XXe siècle. Un chant magnifique que l'on doit au chœur Montjoie-Saint-Denis et qui s'intitule « Russie libre ». Mais avant que vous écoutiez ce morceau de musique, je voudrais souligner que dans le cadre des activités du Cercle Renaissance, et puisque nous avons évoqué Philippe de Villiers tout à l'heure, eh bien le mercredi 13 février prochain, il y aura la remise, il y aura le grand dîner de gala du 49e anniversaire du Cercle Renaissance, que je préside donc depuis 49 ans, ce qui fait un certain temps. Et le prix Renaissance 2019 sera remis à cette occasion à Philippe de Villiers. À Philippe de Villiers, ancien ministre, écrivain, fondateur du Puy du Fou, pour son ouvrage « Le Puy du Fou, un rêve d'enfance ». Cette dimension culturelle nous paraît très importante. C'est pour cela que nous avons choisi de lui remettre ce prix. Ce sera donc le mercredi 13 février prochain. Si vous désirez participer à cette soirée de gala, en tenue de soirée, je vous engage à vous faire connaître auprès du Cercle Renaissance, 138 rue de Tocqueville, Paris 17e. Inscription avant le 6 février. Je précise que le prix est de 110 € ramené à 95 € pour les membres du Cercle Renaissance, mais c'est une soirée de gala. Nous évoquerons évidemment à nouveau, à l'occasion de cette soirée de gala, la figure de Jeanne d'Arc, puisque Philippe de Villiers, d'une part, a accueilli Alexandre Solzhenitsyn au Puy du Fou, et qu'il a été à l'origine, l'un des éléments moteurs de cette initiative de Saint-Pétersbourg, et qu'il a surtout accueilli l'anneau de Jeanne d'Arc. Et il a pu le racheter grâce d'ailleurs à la complicité de Jacques Trémollet de Villers. Donc voilà, tous ces éléments nous ont amenés à choisir, à décerner ce prix de 2019 à Philippe de Villiers. Maintenant, vous allez écouter, interprété par le chœur Montjoie-Saint-Denis, d'ailleurs dont le patron, Jacques Arnoux, était d'ailleurs à ce grand dîner d'amitié franco-russe que le Cercle Renaissance a organisé le 21 novembre dernier, parce que cette initiative de Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg s'inscrit également dans une affirmation d'une volonté spirituelle après cette période de gel, de glaciation que la Russie a connue tout au long du XXe siècle. Cela méritait d'être souligné et on ne peut comprendre, me semble-t-il, l'œuvre de Boris le Jeune, et singulièrement son œuvre à dimension culturelle, morale et spirituelle, que par réaction, que par opposition à ce drame qu'a connu son pays et qu'il avait déjà amené à émigrer en France avant que la Russie ne se relève. Mais je vais passer un instant peut-être la parole à notre ami Jean-Bernard Cahour-Daspry, grand amoureux de Saint-Pétersbourg, qui d'ailleurs a écrit récemment un ouvrage sur Saint-Pétersbourg que l'on peut se procurer auprès des éditions Apopsyx, Saint-Pétersbourg, capitale culturelle et spirituelle. Jean Cahour-Daspry. Oui, c'était fait éminemment une capitale spirituelle. Quand Pierre le Grand a voulu
quand Pierre le Grand a voulu créer Saint-Pétersbourg, il a voulu lui donner une formation spirituelle en mettant des reliques de Saint-André là où est la ville, et en disant peut-être, est-ce vrai, peut-être ne le laisse pas, que Saint-André lui-même était déjà venu à cet endroit et avait dit qu'il y aurait une grande ville. Alors, pour parler de Jeanne d'Arc, on parle bien entendu de cette œuvre merveilleuse de Boris, mais en 1970, les communistes aussi admiraient Jeanne d'Arc. Il y a eu un film de Gleb Pamphilov, j'espère que je prononce bien, Natashto, qui représentait une Jeanne d'Arc présentée comme un modèle de la jeune fille pleine de générosité, incomprise et abandonnée par ceux qui devraient la soutenir. On voit ce que c'est. Le rôle principal était donné à une jeune ouvrière engagée pour jouer le rôle de la jeune Lorraine dans le film. C'était un va-et-vient perpétuel entre la vie brillante de la jeune soviétique et une évocation de la vie héroïque de la jeune française. Mais auparavant, Jeanne d'Arc était déjà célébrée en Russie, puisque Joukovski avait fait d'après Schiller, avait fait un livret qui a servi partiellement, en grande partie même, à Tchaïkovski pour faire son opéra. Il a fait un opéra sur Jeanne d'Arc, qui s'appelle pas Jeanne d'Arc, bien qu'on le donne souvent comme tel, mais ça y est, j'ai perdu le titre du nom, mais ça reviendra. Pardon ? La fille d'Orléans. Voilà. La fille d'Orléans. La fille d'Orléans. Ça s'appelle comme ça. L'opéra s'appelle comme ça. Alors, c'est très bien je trouve que c'est beaucoup mieux que ce soit à Saint-Pétersbourg qu'à Moscou, parce que Saint-Pétersbourg est capitale royale. Est une ville royale, et qu'elle a été jumelée il n'y a pas très longtemps avec la basilique royale de Saint-Denis. Alors vous voyez le lien. J'étais justement avec la Rivière, la Rosière. Il y a eu toute une soirée russe qui a été donnée pour le jumelage entre la forteresse Pierre et Paul, oui, bien sûr, et la basilique Saint-Denis. C'est incroyable parce que ça n'a pas fait la une des journaux. Alors c'est quand même très important. Ouais, oui. Mais c'est vraiment de dire que, en fait, l'une des raisons profondes de cette animosité qu'on sent sans arrêt, bête, très très bête, c'est probablement cette spiritualité jaillissante qui vient de la Russie et qui perturbe nos élites athées, anticléricales. Refusant de reconnaître les racines chrétiennes de la France et de l'Europe. Exactement. Et toute spiritualité, au fond. Et toute spiritualité. Oui, c'est une espèce de rationalité qui devrait dominer tout, absolument. Ça ne les gêne pas de financer les mosquées. C'est l'idéologie. Il convient de souligner que ce jumelage entre Saint-Denis et la forteresse Pierre et Paul repose également sur le fait que la forteresse Pierre et Paul abrite les sépultures des tsars. C'est pour ça comme Saint-Denis. Il y avait une exposition, et cette exposition rappelait justement l'événement, puisque l'exposition s'appelait Les Romanov à Saint-Pétersbourg, d'une nécropole à l'autre. Alors je ne sais pas s'ils ont oublié, parce que je ne connais qu'une autre nécropole à Saint-Pétersbourg, c'est à la Laure Alexandre Nevsky, où s'y parle du lien entre Saint-Pétersbourg. D'ailleurs, je vais même ajouter quelque chose. Dans le cadre du Cercle Renaissance, nous étions allés à Saint-Pétersbourg et nous avons fleuri, et c'était vraiment au moment c'était en 91, nous avons fleuri la tombe du grand-duc Vladimir, qui était venu lui-même auparavant, qui venait de décéder peu de temps auparavant, et qui était venu au Cercle Renaissance. Et nous avons fait très officiellement, nous avons fleuri sa tombe qui se trouve effectivement dans la forteresse Pierre et Paul. Alors tous les ans, je fais un voyage au moins à Saint-Pétersbourg, et nous allons bien entendu, on commence par la forteresse. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour souligner que vous avez une initiative assez importante d'organiser à l'occasion de l'inauguration de cette statue un voyage important à destination de Saint-Pétersbourg pour les personnes qui désiraient s'associer, apporter leur contribution, et en premier lieu d'ailleurs les contributeurs, ceux qui vont contribuer à l'édification, à l'appel de fonds pour l'édification de cette statue. Et alors Pierre Maire, j'aimerais bien que vous nous apportiez quelques précisions à ce sujet. Alors oui, c'est quand même un grand projet, parce que après quand même de nombreuses discussions, on a dû donc faire accepter et l'emplacement qui finalement a été prestigieux, et en même temps la nature, la matière, je dirais, n'est-ce pas Boris ? C'est tout en bronze. Et la nature de cette statue. Ce qui fait que
Au total, nous avons un budget qui est proche de 200 000 euros. Donc, nous invitons nos futurs donateurs à une grande générosité pour réaliser un projet qui est vraiment exceptionnel et providentiel, d'après ce que vient de dire notre ami, puisque ça se recoupe avec les événements autour de la famille royale russe, famille impériale. Pour compléter ce que dit Pierre, je crois qu'il faut, bien sûr que chacun... quand chacun peut puiser dans ses économies, c'est merveilleux. Mais il faut penser aussi aux sociétés qui travaillent en Russie. Et c'est, en fait, ça doit être notre cœur de cible, parce que ces sociétés, comme toutes les sociétés, gagnent leur vie et font profiter ces sociétés en Russie. Elles représentent la France, et représentant la France, elles pourrait. Elle devrait. J'ai fait attention. Non, mais j'ai voulu être moins directif que vous pour une fois, Michel. Et j'ai dit, elle pourrait. Bon. Car nos amis sont déjà appelés, sont déjà invités à contribuer à financer Radio Courtoisie, ce qui est absolument indispensable, hein, je le rappelle. Mais nous ne pouvions pas passer sous silence, en raison de son caractère éminemment culturel, moral et spirituel, et puis ne pas souligner également que nous apprécions cette renaissance de cette grande nation européenne qu'est la Russie actuellement, et il nous faut nous inscrire dans cette volonté d'association à cette renaissance de la Russie. Pierre Maire. Nous rappelons aussi que les déductions fiscales sont accordées comme à tout don aux associations, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Hein. On s'est soumis il y a 2 ans à la procédure, dès qu'on a su le projet, on s'est soumis à la procédure du rescrit fiscal qui permet donc de délivrer des reçus fiscaux en toute sécurité fiscale. Mais il faut que c'est important de le signaler. Il faut que chaque auditeur soit un ambassadeur. Dans toutes les familles, enfin dans beaucoup de familles, il y a des expatriés qui travaillent en Russie dans des grandes boîtes. Et c'est chacun de ces expatriés doit avoir à cœur de faire remonter cette information et de soutenir ce projet qui est absolument magnifique. Et alors, chers amis, le plus simple, si vous désirez participer vous-même et vos relations, et éventuellement vos relations dans le domaine professionnel à cette initiative, je vous invite à vous adresser, à écrire un petit mot pour recevoir la documentation à l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, 85 rue Petit, Paris 19e, et je vous donne le numéro de téléphone, c'est le 06 80 72 2 fois 77. 06 80 72 72 77, Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc, 85 rue Petit, Paris 19e. Vous recevrez par retour une documentation précise sur les modalités de contribution à l'édification de cette statue, dont l'érection, si possible, devrait être réalisée à perspective du centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. C'est ce qu'espèrent en tous les cas ceux qui ont lancé cette initiative, c'est-à-dire dans un peu plus d'un an, dans 1 an et demi, un peu moins d'1 an et demi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà un petit peu. Alors, je crois. Et ça vient vite. Oui, ça vient vite, ça vient très très vite. Alors, nous allons passer la parole à Boris Lejeune parce que j'aimerais qu'il nous développe un petit peu justement à la fois son travail de sculpteur, et non seulement de sculpteur, mais de peintre également, ce que personne n'évoque, mais allez sur Internet, vous verrez les peintures de Boris Lejeune et puis ses écrits. Mais auparavant, je vais peut-être demander à Pierre Maire de faire un petit rappel sur une visite, je crois, effectuée par une éminente personnalité à Domrémy. Oui. Le 4 mars 1917, le général Foch, avec le général Weygand, qui était son chef d'état-major, sont allés en pèlerinage à Domrémy. Et je profile mon papier, évidemment. Et à ce pèlerinage, on a retrouvé une note dans le dossier. Le fils du général Weygand a retrouvé une note dans les dossiers de son père où il rappelait ce pèlerinage effectué par lui avec le général Foch, juste avant qu'il ne soit nommé à la tête des armées alliées. Et la conclusion
du général Weygand était que, en parlant avec Foch, était de dire on ferait bien de s'inspirer de ce qu'a réalisé voilà exactement les propos qui étaient dans la note du général Weygand. Nous sommes allés avec le général Foch faire une visite à Domrémy. J'ai vu la petite maison d'où sont sortis, sous la forme d'une jeune fille, de si grandes choses. Nous avons retourné son histoire en tous sens pour conclure qu'un peu de l'inspiration qui l'a guidée ne nous ferait pas de mal. Donc, vous voyez, c'est l'aspect spirituel et j'insiste sur le fait que l'intervention divine de la Vierge Marie et de Sainte Jeanne d'Arc qui prônait Jésus et Marie était toujours là et a toujours été là auprès de la France, qui est quand même la fille aînée de l'Église. Et je crois qu'elle le sera toujours. Et ça, c'est peu connu, mais c'est significatif en cette période anniversaire de la guerre 14-18. Il faut dire que Bermond, Domrémy et Bermond sont des endroits sacrés. Bermond, cette clairière dans laquelle il y a cette petite chapelle, dans laquelle il y a même le visage de Jeanne. Une petite fresque. Oui. Petite fresque, absolument émouvante. Faite par un inconnu. Et se dresse donc la statue de Boris. Chers auditeurs, allez voir sur Internet. Elle est sur le site de Boris le Jeune. Elle est sur mon site, annebrassier.fr. Rien n'a changé. On a l'impression que les mêmes arbres sont autour de cette statue. Et c'est extrêmement émouvant. Les arbres sont immortels. Mais je vais faire un petit rappel nécessaire quand même, parce que j'ai le plaisir aujourd'hui de vous offrir, chers amis, pour cette émission de fin d'année et de début d'année dans ces retransmissions, de vous offrir une émission à dimension spirituelle, bien évidemment, et c'est tout à fait légitime puisque nous passons d'une année à l'autre, sur le thème « Avec le sculpteur Boris le Jeune, Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg ». Mes invités sont, dans l'ordre alphabétique, Anne Brassier, écrivain et critique littéraire, Jean-Bernard Cahour-Daspry, écrivain, Boris le Jeune, sculpteur et peintre, Pierre Maire, vice-président de l'Association universelle des Amis de Jeanne d'Arc. Voilà donc, et maintenant je vais me tourner vers Boris le Jeune et j'aimerais quand même qu'il développe un petit peu comme il le souhaite. Boris le Jeune, vous avez absolument toute l'attitude d'évoquer aussi bien peut-être votre début de carrière alors que dans un pays qui était alors l'Union soviétique. Vous êtes enfui de l'Union soviétique, vous êtes venu en France et vous avez additionné à votre culture russe cet amour de la France dans toutes ses dimensions, y compris dans la dimension de cette jeune fille de 18 ans morte pour la France et pour Dieu, bien sûr, avant tout. Voilà, j'aimerais et puis que vous nous parliez un petit peu de votre art, que ce soit la sculpture, que ce soit la peinture. Comment est-ce que vous vivez cette construction, qui rejoint un petit peu la fable de La Fontaine de tout à l'heure? Moi, en l'Union soviétique, j'avais toujours, quand j'étais jeune, évidemment, j'avais des rêves de la France. Et j'ai porté ce nom français. On m'a demandé toujours pourquoi j'ai un nom français. Et d'ailleurs, cette question m'a poursuivi toute ma vie. Parce qu'ici, on me pose la même question. Pourquoi j'ai le nom français? Et j'ai dit déjà que je connaissais la littérature française peut-être même mieux que la littérature russe. J'ai lu pratiquement tout ce qui était traduit du russe en français. Mais évidemment, j'ai admiré la peinture française. Enfin, la culture française, elle est immense, très riche. Et quand à un moment donné, à l'Union soviétique, j'avais un plein de désespoir. Je pensais que ma vie devient insignifiant, puisqu'il fallait faire des choses dans lesquelles je cessais de croire. Je parle de réalisme socialiste. Je n'ai pas pu voir ma vie continuer dans ce système que je pensais immortel,
comme d'ailleurs tout le monde autour de moi. Mais malheureusement, en Occident aussi, on pensait, la plupart des personnes, en tous les cas, moi j'étais parlementaire dans ces années-là, lorsque vous avez quitté la Russie, et nous étions parmi les rares qui demandions la libération des peuples opprimés. Sinon, les autres s'arrangeaient très bien, puisque économiquement, ça gelait une partie du monde au profit d'autres puissances. Et ça les a pas gênés. Et on oubliait les souffrances innommables des peuples asservis. Et moi-même, je m'étais inscrit dans une dimension tout à fait différente, puisque le Cercle Renaissance je l'ai fondé avec Virgile Georgiou, l'auteur de la 25e heure, qui lui-même avait connu en son temps les horreurs aussi bien staliniennes que national-socialistes. Donc voilà, je comprends très bien. Et puis alors, surtout, cette dimension que vous évoquez de quelqu'un qui pétrit de la glaise, qui fabrique des statues, l'imposition d'un art imposé d'État, c'est insupportable. Insupportable. À un moment donné, ça devient tellement pénible qu'on est prêt à tout, mais se retrouver ailleurs. C'était comme ça. Mais la culture, il y avait la réalité soviétique et la culture russe, qui n'est pas la même chose. On peut détester le système horrible, artificiel, et aimer la culture. Bien sûr. La culture, toute la spiritualité russe, qui au fond était mon cas. Et une fois me retrouvé ici, je ne peux pas dire que j'étais immédiatement enchanté. J'étais très surpris aussi pour retrouver un univers de l'art qui n'a pas du tout été imaginé précédemment en l'Union soviétique. J'ai retrouvé une espèce de l'art officiel, aussi de quelque chose fabriqué qui s'appelle l'art contemporain, et aussi la réalité purement marchande. Donc il y avait aussi beaucoup de déceptions et beaucoup de réflexions immédiates. Et quel est l'art français, exprimé en France, qui vous séduisait le plus? C'était l'art médiéval? Oui, j'ai retrouvé, il faut dire que je n'ai connu pas, j'ai connu très peu l'art romain et l'art médiéval, qui m'a profondément bouleversé. Et il faut dire qu'en France, on peut rentrer dans n'importe quelle église, la plus petite, reculée, et il y a une merveille. Il y a une petite sculpture, il y a un fragment. Donc, j'ai commencé à étudier cet art médiéval. Et quelque part, oui, j'ai travaillé sur moi, sur mon bagage, qui s'est transformé, d'où vient aussi cet intérêt pour les anges, pour la solution plastique qui est proche de l'art médiéval. Et donc, cette rencontre avec l'art français m'a formé. Donc, j'ai quelque part deux sources. La source, une école académique russe qui était très bon, comme j'ai compris. Surtout que j'ai vu l'état de l'école des beaux-arts ici, qui est absolument désastreux. Désastreux, il n'y a pas d'autre mot. Et cette réalité de l'art chrétien que, aussi en contact avec mon épouse, je me rapprochais à la réalité catholique. Et je me baptisais. Je n'étais pas baptisé. Ah oui, parce que tu étais orthodoxe. Tu étais arrivé, tu étais orthodoxe. Non, je n'étais pas orthodoxe. Ah bon? Je n'étais pas... Et vous êtes catholique à présent? Baptisé, voilà. Je suis catholique. Ah oui, d'accord. Ouais. Ça aussi, et donc... Mais vous aviez quand même une grande appréciation quand même de tout l'art religieux russe, bien sûr, les icônes évidemment, extraordinaires. Évidemment, ça c'est sûr. Et qui rejoignent un petit peu évidemment, ouais. Qui rejoignent un peu l'art médiéval par certains aspects. Absolument, oui. Absolument. Là, au fond, l'art byzantine... Oui.
Tout à fait. qu'on trouve souvent, on a des livres des spécialistes, entre guillemets, qui c'est écrit le style byzantin, comme quelque chose négligeable. C'était surtout au XIXe siècle, des livres comme ça. Mais l'art byzantin, il est proche de l'art médiéval. Oui, et par exemple, un peintre comme André Rublev, c'est le début de la Renaissance, ou la fin de l'époque médiévale. C'est très proche aussi. Et comment est-ce que vous avez vécu la libération de la Russie ? Puisque votre œuvre pour Saint-Pétersbourg va être édifiée, vous allez la construire entre le centenaire de la naissance de Solzhenitsyn et le centenaire de la canonisation de Jeanne d'Arc. Oui. C'est extraordinaire, vous êtes entouré de saints, là, c'est fabuleux. Comment est-ce que vous avez vécu cette libération de la... Non, mais évidemment, j'étais émerveillé. Dès que j'ai pu venir, retourner en Russie, je suis tout de suite venu. J'avais beaucoup de contacts, de tout ça. Non, ça c'est un miracle. C'est magnifique, au fond. C'est magnifique. On peut pas, ce n'est pas tout en rose, hein, il faut le dire aussi. Hein, Anne de Kiev a rejoint Jeanne d'Arc. Surtout que vous êtes né à Kiev, si je ne me trompe. Je suis né à Kiev. Mais malheureusement, vous savez qu'est-ce qui se passe maintenant à Kiev, en Ukraine, cette tragédie de séparation de ces deux peuples, aussi proche que moi, je dis toujours que c'est le même peuple. Bien sûr. Ce n'est pas deux peuples, c'est le même peuple. Il faut rappeler que Kiev était quand même le berceau de la Russie. Oui. Il faut absolument le rappeler, c'est la première capitale de la Russie. Oui, c'est berceau des Slaves. Et d'ailleurs, le choix de l'orthodoxie russe a été fait en Crimée, originellement, pour le choix de la religion orthodoxe d'État. Oui, les Ukrainiens nient ça. Oui, que le prince Vladimir lui-même, il s'est baptisé à Crimée, il nie ça. Je dis cela parce que dans le cadre du cercle Renaissance, nous partons en Crimée au mois d'avril pour découvrir cette merveilleuse région dans un contexte difficile puisque c'est l'objet des sanctions de l'Union européenne à l'égard de la Russie, des scandaleuses sanctions qui ont amené d'ailleurs Philippe de Villiers à être obligé sous peine de prison de stopper ce projet qui avait été établi à la suite de la rencontre qu'il avait eue avec Vladimir Poutine. Mais il a gagné les concours, hein. Il avait un concours international. Oui, mais malheureusement, il n'a pas le droit de le réaliser. Il n'a pas le droit de le réaliser puisque que les fonctionnaires européens se permettent de faire ce qu'ils font à un peuple qui a vécu pendant 70 ans l'occupation communiste et cette souffrance, c'est hallucinant. Je me demande ce qu'ils ont dans le cerveau, ces gens-là. Vraiment, c'est rien que ça sert à les discréditer pour toute décision. Mais il faut dire aussi que, par exemple, si j'évoque les souvenirs des années 70, ou 60, du siècle précédent. Il y avait parmi les Russes, en tout cas les Russes, disons, de cette élite, une fascination pour l'Occident. Fascination pour la culture occidentale, pour tout ce qui vient ici. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, cet bouleversement, le chute de l'Union soviétique s'est passé sans infusion de sang. Infusion de sang. Parce que il avait des rêves, il avait le rêve de l'Occident. Et malheureusement, maintenant, avec tout ce qu'on a amené, avec la privatisation qui était poussée en façon parfois... L'hyperlibéralisme, brusque, etc. Avec tout il y a une grande méfiance maintenant vis-à-vis de l'Occident. À juste titre. Plus les sanctions. Oui, c'est ça. Plus cette inimitié terrifiante. Et nous, avec notre projet, quelque part, on a senti ça. Au début, ils ne comprenaient pas pourquoi ils veulent. Pourquoi vous voulez. On m'a posé la question, écrivait carrément, des lettres officielles. Pourquoi vous voulez nous offrir Jeanne d'Arc? Pourquoi vous voulez que Jeanne d'Arc sera... Et je répondais avec les amis, on répondait pourquoi on pense point par point, parce qu'il avait l'expérience de cadeaux empoisonnés.
Non, aussi c'est- comme... bon, je veux Tout pas... à fait. Si, alors on va le dire, parce Bon. que ce projet de Jeanne d'Arc, c'est un vrai cadeau. Nous avons un artiste américain qui nous a fait un cadeau en souvenir des morts du Bataclan, Oula. mais ce cadeau va nous coûter quand même, je crois, 30 Oui, 000 euros. il est épouvantable. Et c'est Non, à 3 millions. 3 millions, oui, excusez-moi. C'est Au-dessus les- d'une certaine somme, je ne peux Ce pas... sont les tulipes multicolores, c'est cela? Les tulipes multicolores. Oui, oui. Et, Oui, mais- et ce cadeau, tout de même, n'en est pas un. L'association des Amis de Jeanne d'Arc et Boris Lejeune font un véritable cadeau. totalement. On est quand même dans un autre niveau de relation. Évidemment. D'ailleurs, chers amis auditeurs, pour être tout à fait concret, je vais demander à Boris Lejeune ou à Pierre Mer de nous indiquer sur quel site sur la toile on peut voir les photos de la Jeanne d'Arc de Bermond, dont la copie conforme sera édifiée à Non, Saint-Pétersbourg. C'est pas la pardon, c'est pas la mais- copie conforme. C'est Ah, ce sera c'est pas la copie. Non, c'est notre, c'est le même esprit, mais elle est plus grande. Ah, Elle est plus grande. Je croyais que c'était Elle a. Mais est-ce qu'il y a c'est une- notre Sur notre site, je mais il y a une refais un maquette, nouveau. Internet. il y a une J'ai maquette. Sur refait notre un site nouveau, internet, il y a tout. il y a Alors toutes sur le les- site internet des amis de l'Association universelle des amis de Jeanne d'Arc, rappelez-nous ce site internet. Mais Bermond, on cher- peut voir, il y a le site de Bermond. On peut site voir de sur le Bermond. site, on peut voir aussi Et sur puis, mon, Pierre sur Mer, mon pouvez-vous nous site. donner le site de l'Association universelle des amis de Jeanne d'Arc où il y a ce projet de statue pour Saint-Pétersbourg? C'est la fin. Bah, si je vous permettez, je pourrais rajouter un symbole. Notre ami Jean-Bernard Caour d'Aspry. Le Kiev, Oui. d'où est né Oui. Boris, et Saint-Pétersbourg sont unis par les deux Laures. Il y a un jumelage en quelque sorte par les deux Laures, la Laure Alexandre Nevsky de Saint-Pétersbourg. Ah, je croyais que Et- vous parliez de la famille Delors. Non, merci. Pardon. La Laure, qu'est-ce que c'est qu'une Laure La Laure, Jean-Bernard la Laure. Alors, Laure. explique-toi, je peux éventuellement, mais Ah, moi, non, je la Laure. Laure, c'est un haut lieu spirituel. Il y en a 4, je crois, en Russie. Il y en a 4, je crois, en Russie. Tu parles de... C'est pas la Lorraine. Laure. tu Et parles quand, de monastère. C'est ça, c'est un monastère. Des C'est monastères. plus qu'un monastère, c'est Oui, un ensemble c'est le plus de... ancien monastère. Oui. Et c'est pour ça qu'on fait le rapprochement avec Saint-André, mais enfin bon, c'est un peu symbolique, mais là, dans notre cas, c'est bien symbolique. Pendant que- Saint-Pétersbourg et... Oui, pendant le que- Lord de Pichor s'appelle ce monastère à Kiev. C'est des mondes souterrains où, enfin, mais ça c'est l'image parfaite de sacrifice orthodoxe. Hein, ils sont enterrés sous-sol Les catacombes. dans une espèce de catacombe, oui, avec cellules de dimension de cercueil, sans jamais bouger. Alors pendant que Jean-Bernard Caour d'Aspry s'exprime, je vais en profiter pour lui demander ses coordonnées parce que certains auditeurs seront certainement intéressés soit par ses ouvrages, soit par ses initiatives de voyage. Où est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Alors, chers amis de Jeanne c'est le monde de l'art et des lettres. Le monde de l'art. Non, Lettres la saison russe. Vous voyez, je me trompe encore. C'est l'ancienne adresse. Lettres la saison russe @gmail.com. Recommencez doucement. Lettres la saison Lettres au russe. pluriel. Non, au singulier. C'est la lettre de la Lettres saison de la saison russe. C'est en souvenir de Diaghilev, puisque Point. je me suis beaucoup. Point. @.com. Et par téléphone, Ah, surtout, voilà. c'est le plus simple. Allez-y. 06 10 20 74 94 06 10 20 74 94 ou par Radio Courtoisie puisque Puisque vous êtes patron d'émission à Radio Courtoisie, et donc 61 boulevard Murat, Paris 16e. Boris Lejeune, vous avez certainement, vous aurez suscité l'intérêt de nombreux auditeurs qui aimeraient voir un peu une présentation de vos œuvres. Vous avez, je pense, un site internet vous-même sur la toile. Oui, il faut Qui faire, s'intitule boris-lejeune.com. Et on tombe sur ce site. Là, ouais. On tombe sur ce site. Et le projet proprement dit, vous pouvez le trouver en détail sur notre site de Oui, l'Association tout en détail. universelle des Amis de Jeanne d'Arc, www.amis au pluriel Jeanne-d'Arc DARC en un seul mot .org. Recommencez, Je relisez répète, doucement. www.amis au pluriel petit tiret du 6 Jeanne petit tiret du 6 encore
darc, D-A-R-C, tout attaché, .org. Mais de toutes les façons, on tape Ami Jeanne On le d'Arc trouve, on le Oui, et l'ordinateur se débrouille. Il suffit de cliquer débrouille sur très bien. Actualité et ensuite Jeanne d'Arc à Saint-Pétersbourg. Oui, Et ça là, va. vous aurez tout le détail. Et d'ailleurs, c'est ta fille qui a fait mis le tout site, ça ouais. sur notre site. Ouais. Alors, quant à Anne Brassier, on peut la joindre très facilement, certainement. Elle a un site elle-même. Avec... AnneBrassier.fr et Voilà. j'ai bien sûr consacré tout un Et dossier je à... rappelle à- également que Anne Brassier avait été lauréate du prix Renaissance pour une œuvre magistrale relative qui se rapportait à Jean de la Varande. Voilà. Jean de la Varande, pour Dieu et pour le roi. Pour Dieu et le roi. Ben, voilà, pour Dieu et pour le roi, oui, absolument. Ça m'a Tout à coûté cher d'ailleurs, en pleine période républicaine, pour Ah Dieu bah et le oui. roi. fait. Oui, mais Mais j'ai trouvé que c'était une très belle bannière. Ce qui est gratuit coûte beaucoup plus cher. Oui, Ce qui est gratuit coûte beaucoup plus cher. vous en connaissez quelque chose. J'en sais quelque chose. Et je suis comme Radio Courtoisie, ou comme nous tous ici, nous nous flattons de ne jamais faire appel à des subventions, surtout des subventions d'État ou d'organismes similaires. Mais c'est la raison pour laquelle il faut que, chers amis auditeurs, que vous appuyiez et Radio Courtoisie, bien évidemment, mais ça vous le faites de façon régulière, et puis également de temps à autre, des initiatives qui s'inscrivent dans une volonté de renaissance culturelle et spirituelle, ce qui est le cas de cette merveilleuse... Et d'amitié des peuples, parce que c'est très très joli Bien de sûr. parler de tolérance et de vivre ensemble quand on exclut un peuple de 160 millions, tout de Ce même. terme de vivre ensemble avec un tiret entre les deux, vivre ensemble, c'est une nouvelle formulation. Moi, je veux vivre ensemble avec la Russie. Je suis comme ça. Et j'invite les auditeurs qui auraient des familles, donc dans des grandes sociétés travaillant en Russie, de rentrer en contact avec moi. Vous mettez un message sur annebrassier.fr et à ce moment-là, j'enverrai la documentation très très gentille. Parce que Anne Brassier, outre ses compétences littéraires, se dévoue également pour cette association, pour cette initiative. Mais bien. En étant Comme elle a fait pour Bermond aussi. Comme elle le fait pour Bermond. Parce que Anne, elle a aidé énormément pour réaliser la sculpture de Bermond. Énormément. C'était un tellement beau projet que, puis vous savez, j'aime beaucoup les statues en général et en particulier celle de Boris le Jeune. Donc ça m'a été très facile de le faire. Je crois que Jean-Bernard Clairon d'Esprit désire intervenir. Je voulais dire que nous allons préparer le programme. Nous allons préparer le programme éventuel pour Saint-Pétersbourg avec Jeanne d'Arc. Tout dépendra du nombre de jours la semaine prochaine. Mais ça sera mon 50e voyage à Saint-Pétersbourg. Début janvier, donc. Pardon ? La semaine prochaine, au début. Le 22 novembre, la semaine prochaine. Ah, non, attendez, nous sommes aujourd'hui le 31. Oui, pardon. Pardon. Mais enfin bon, on fait le programme et puis on verra. On ne sait pas combien de jours ce sera, 2 jours, 3 jours. 2 jours, ça vaut pas la peine. Oui. Il y a déjà une journée d'avion. Et puis, ça sera mon 50e voyage à Saint-Pétersbourg. Bravo. C'est bien. Alors, moi, je m'adresse à Boris Lejeune. Nous allons entrer dans l'année 2019. J'aimerais savoir quels sont vos vœux pour les temps à venir. Indépendamment de ce projet, la concrétisation de ce projet merveilleux d'amitié franco-russe à dimension spirituelle. Quels sont vos vœux pour la France, pour la Russie, pour les peuples ? Vous appartenez à une famille d'origine française établie en Russie depuis Napoléon. Oui. Vous avez redécouvert la France en fuyant l'empire bolchevique. Et j'ai redécouvert la Russie à partir de la France. Et vous avez redécouvert la Russie à partir de... Oui. Ouais. Et vous avez redécouvert la... Alors, mes liens peut-être, mes vœux, c'est peut-être que entre nos deux pays, la France et la Russie, puissent établir quelque chose comme c'était. Et j'ai beaucoup de... je ne peux pas dire pitié, c'est pas pitié, mais je trouve que quelque part, on est injuste avec les Russes. Parce que quand même, c'est un peuple qui a immensément souffert au XXe siècle. Bien sûr. Immensément souffert. Et quand ils ont majoritairement rejeté cet système satanique, ils ont
inspiré de rentrer dans l'union de nations libres, d'être vraiment les Européennes. Et là, il y a un rejet. Il y a quelque chose d'injuste. C'est très curieux parce que vous me paraissez, dans une discipline différente, étrangement proche des révélations, enfin des écritures de Andreï Makine. Andreï Makine est d'origine de Russie, de la Russie de l'Est, très très loin, la Sibérie, et il a écrit des phrases terribles évoquant la déception qu'il a eue, qui s'est enfui, qui a quitté pour rejoindre la France, et qui est maintenant membre de l'Académie française, excusez du peu. Mais Andreï Makine a dit combien il était ahuri et déçu par une France qui ne défendait plus ses valeurs fondamentales. Il a même dit dans son discours de réception combien il avait de peine à comprendre que les Français admirent les Américains qui les méprisent et méprisent les Russes qui les admirent. C'était dans une seule phrase la vérité entière. Et ça rejoint évidemment Alexandre Solzhenitsyn, bien sûr, que nous avons évoqué en ce début d'émission, et dont je me réjouis que le gouvernement russe actuel célèbre précisément le centenaire de la naissance avec énormément de faste, puisque actuellement, il y a dans toutes les villes de Russie, il y a une célébration importante, des statues, des plaques évoquant Solzhenitsyn, ce grand penseur du XXe siècle. Oui, c'était un prophète. Tout de suite reconnu par Poutine. Absolument, et qu'il a d'ailleurs rencontré. Il faut aussi célébrer cette statue qui va être inaugurée à Orange au printemps prochain, qui est magnifique. À l'initiative de Jacques Bompard. À l'initiative de Jacques Bompard, et qui est la commémoration de la mort pendant la révolution des Carmélites d'Orange. Et il y a un mouvement dans cette statue extraordinaire, puisque on voit deux carmélites avec leur voile et les plis de leur voile pris par le vent. L'une est à genoux et elle prie, elle va être décapitée. Il y a un immense portique qui symbolise l'échafaud, et venant du ciel, il y a un ange qui descend et qui tend les bras vers les carmélites et qui va accueillir ces carmélites. C'est une sculpture magnifique, et c'est la première sculpture célébrant les victimes de la Révolution française en France. C'est donc un événement extrêmement important, et nous le devons à Boris. Et c'est comme le film sur les victimes de... Carmélites de Compiègne. Non, les Carmélites, et puis le film qui a été édité par un Américain, mais qui est bien sûr, un Français américain, dont bien sûr. le père est de notre association. Absolument, absolument. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite pour les auditeurs de toute l'année? Une très belle année avec Radio Courtoisie. Une très belle année avec Radio Courtoisie. Et TV Liberté et Radio Liberté. Sous les auspices de Anne Brassier, qui conjugue de nombreuses amitiés et qui méritent d'être soutenues. Voilà, oui, l'une de nos Jeanne d'Arc contemporaines. Mais voilà, surtout, fêtons Jeanne d'Arc et célébrons Jeanne d'Arc. Et en réalisant cette statue à Saint-Pétersbourg, nous renforcerons, me semble-t-il aussi, les liens d'amitié ancestrale entre la France et la Russie. Cela méritait d'être souligné. Il faut en savoir gré à Boris le Jeune, dont je vous invite également à admirer les sculptures sur les jardins du boulevard Pereire, dans les jardins du boulevard Pereire, les jardins qui surplombent la voie ferrée. Voilà, c'était une émission. Je tenais, chers amis auditeurs, à vous offrir cette émission en fin d'année parce que elle a une dimension également spirituelle. Et vous savez qu'à l'approche de Noël, je ne sais pas quand a lieu le Noël orthodoxe, mais en tous les cas, le Noël, je pense que nous nous situons aujourd'hui entre le Noël catholique et le Noël orthodoxe. Voilà, chers amis, j'aurai grand plaisir à vous retrouver dans 4 semaines. Merci.